Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Léna Schwartz, psychothérapeute, formatrice en massothérapie, magnétiseuse et médium. Elle accompagne les personnes à se libérer de leurs blocages et à retrouver leur bien-être physique, émotionnel et spirituel. Formée à la psychothérapie et dotée d'une sensibilité aiguisée, elle perçoit les mots et les messages du corps pour nous guider vers un mieux-être global. Léna réunit le rationnel et l'irrationnel pour nous offrir une approche unique et personnalisée qui prend en compte toutes les dimensions de notre être. Nous explorerons ensemble les défis énergétiques et émotionnels auxquels les danseurs et les artistes sont souvent confrontés. Nous découvrirons comment Léna les accompagne pour gérer leur perte d'énergie, mieux comprendre l'impact de leurs émotions sur le corps et pour libérer nos émotions stockées qui peuvent nous freiner dans notre épanouissement personnel et professionnel. Son objectif, nous aider à prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle en nous reconnectant à nous-mêmes et à notre âme. Salut Léna! Salut Maïwenn! Comment tu vas? Eh bien écoute, très bien, ravie d'être là avec toi. Ravie de t'avoir également à mes côtés. Eh bien écoute, pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir psychothérapeute, masseuse, magnétiseuse, toutes les casquettes que tu as aujourd'hui, ouais. Oui. Alors écoute, en fait, quand j'étais petite, on me disait tout de suite que je voyais juste. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je voyais plutôt le fond des gens et non pas la forme. Donc dès qu'il y avait quelque chose en décalage, il y avait une dissonance tout de suite qui se créait dans mon corps. Donc ça restait au niveau vraiment des sensations. Et du coup, j'ai voulu commencer en psychothérapie pour essayer de comprendre le langage verbal, la façon de penser des gens, l'interprétation, vraiment tout le mécanisme et les process de pensée. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des limites à ça, c'est-à-dire que le corps exprimait aussi d'autres choses que l'inconscient ne révélait pas, évidemment, et que le conscient ne révélait pas non plus. Donc je me suis tournée plutôt vers le corps et j'ai été prise de passion pour l'anatomie. Il était un peu tard pour reprendre des études en réalité d'ostéopathe, donc j'ai appris vraiment par moi-même, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres d'anatomie, de pathologie, et j'ai appris une quinzaine de protocoles traditionnels de massage, et je me suis spécialisée dans la massothérapie clinique, qui est en fait une technique de massage de tissu profond, et j'ai enseigné ça pendant une quinzaine d'années. Et je me suis aperçue quand même assez rapidement qu'il se passait des choses sous mes mains, que les sensations, je commençais à avoir une intuition qui devenait de plus en plus développée. Et naturellement, le magnétisme, en fait, en réalité, il y en avait déjà dans ma famille. Donc j'ai quand même été élevée avec tout ça. C'était pas quelque chose d'extraordinaire pour moi. Au contraire, c'était quelque chose d'extrêmement naturel. Et j'ai commencé à observer, que ce soit mes élèves, que ce soit mes clients, qu'il y avait vraiment des pathologies qui s'en allaient, des inflammations qui diminuaient très rapidement, que j'arrivais aussi à réguler le système nerveux, et puis, ou les insomnies, même des problèmes de peau en fait. Et puis au fur et à mesure, en réalité, j'ai commencé à proposer ça à ma sphère personnelle, amicale, et puis les amis d'amis, et puis au bout d'un moment, évidemment, j'ai décidé d'en faire exclusivement mon métier, sans aucun support, parce que en réalité, la psychothérapie est un support, le massage reste un support, et là je me suis dit, ok, on va y aller vraiment, juste avec l'intuition et mes mains pour magnétiser. Donc tu parles de massage d'énergie, de magnétisme, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail ce que c'est que le travail énergétique et comment il fonctionne ? Alors c'est assez difficile d'expliquer en réalité le magnétisme parce qu'il y a une affaire de stress spirituel là-dedans, de croyance aussi, donc l'idée n'est pas là de convaincre qui que ce soit, mais on sait malgré tout qu'on est fait beaucoup plus d'énergie que de matière. Il y a Einstein qui le disait bien avant moi, tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Donc en réalité, la vie, le stress, le quotidien nous crée des blocages. Et à un moment donné, ces blocages d'énergie peuvent révéler différents maux, et des maux qui soient physiques, psychiques, émotionnels, tout simplement. Et quels seraient donc les différents types de travail énergétique ? Alors, il en existe deux, en tout cas vraiment dans le domaine de l'énergétique, on va dire
assez spirituel en réalité, parce que l'énergétique, on peut le trouver même sur des massages, thaï, de la réflexologie plantaire. Mais au niveau plus spirituel, on distingue le Reiki du magnétisme. Il y a eu des fausses croyances là-dessus, en fait. Pendant des années, on pensait que le magnétiseur donnait sa propre énergie, et du coup, on mourait jeune. Donc, c'était pas très rassurant, tout ça. Et du coup, que le Reiki, les gens pratiquant le Reiki, faisaient appel à une énergie beaucoup plus grande, universelle. Moi, je trouvais ça un peu limité, parce qu'on avait vraiment l'impression que les gens qui pratiquaient le Reiki avaient accès à quelque chose de beaucoup plus grand et que les magnétiseurs, pas du tout. Tout ça, c'était des fausses croyances. En réalité, on fait tous appel à cette même énergie. La seule différence, c'est que le Reiki est assez protocolaire. Et les magnétiseurs, on est un petit peu les électrons libres. On le fait vraiment que à l'intuition. Et d'ailleurs, chaque magnétiseur a sa façon de faire. Tout à fait, comme chaque danseur a sa façon de Exactement, danser. exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de mots, de blocage émotionnel qu'on peut avoir aussi. Quels sont du coup les bienfaits du travail énergétique ? J'imagine que ça nous permet d'apaiser un peu nos maux, nos petits tracas du quotidien, de nous apaiser aussi au niveau du stress, de l'angoisse. En fait, ça joue sur tous les plans. Ça joue sur le plan physique. Donc effectivement, c'est assez intéressant dans le système inflammatoire. Sur les problèmes de peau, on en a beaucoup. Il y a même d'ailleurs maintenant des hôpitaux ou des services de pompiers qui font appel à des magnétiseurs pour couper le feu, c'est-à-dire enlever les brûlures. Ça va jouer aussi sur les insomnies, donc sur toute la sphère nerveuse, émotionnelle, et c'est-à-dire la non-gestion du stress et des pensées parfois limitantes. On peut travailler aussi les blocages inconscients. En fait, il y a vraiment toute une palette. En soi, je dirais presque rien n'est impossible. La seule chose, c'est qu'on n'est pas magicien. Il y a des séances qui méritent un travail un peu plus long que d'autres. Et ensuite, il y a quand même certaines pathologies, évidemment, qui ne se substituent pas à un simple traitement exactement, énergétique. Exactement. Il faut aussi faire il y a des traitements choses médicaux qui ne peuvent pas être arrêtés, en fait. Mais on vient en complément de ces traitements médicaux pour éviter, par exemple, dans les chimios, radiothérapies, tous les effets secondaires. C'est ça. Et puis ça permet aussi peut-être de pouvoir apaiser une personne qui en a besoin, de lui faire du bien et qu'elle aille le mieux possible. Le mental est extrêmement important en fait, on le sait, dans la vie quotidienne, mais aussi dans la lutte de certaines maladies, de certaines pathologies. Donc il va falloir qu'on travaille ses émotions et il va falloir qu'on travaille sa façon de penser aussi. Et à qui du coup s'adresse le magnétisme, le travail autour de l'énergie ? À tout le monde, en réalité. Moi, j'ai des femmes enceintes. Je travaille même sur des bébés, du coup, in utero. J'ai beaucoup d'enfants. En fait, on réalise pas, mais les enfants sont autant stressés que les adultes. C'est juste qu'ils conscientisent pas les choses, mais ils ressentent autant les émotions que les grands. Et il n'y a pas d'âge, vraiment, jusqu'à la fin. Et même en accompagnement, sur une fin de vie, on peut utiliser le magnétisme. Donc il n'y a pas de contre-indication Aucune contre-indication. Il n'y a aucune contre-indication. Il peut y avoir des effets secondaires très relatifs, puisque chacun va réagir différemment après une séance de magnétisme. Un peu comme une séance d'ostéopathie, on ne peut pas savoir à l'avance comment le corps va réagir. Donc les seuls petits effets secondaires, ça peut être éventuellement une fatigue qui va persister 24-48 heures, où le corps en fait a besoin d'expulser et de relâcher le trop-plein, mais c'est tout. Oui, ça dépend selon certains systèmes dans le corps, ça peut agir... Exactement, et suivant les traumas, s'ils sont ancrés ou pas, peu importe. Et comment d'ailleurs se déroule une séance de travail énergétique avant de parler de durée ? Alors, moi j'aime bien ne pas trop en savoir, parce que je laisse une énorme part à l'intuition, à la mienne. Donc j'aime bien faire une petite anamnèse quand même au départ, que la personne m'explique au moins pourquoi elle vient. Et à chaque fois, je lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et à chaque fois, la réponse, c'est « Ah bah, j'espère plein de choses. » Donc, oui, mais c'est assez vaste, voilà, mais je ne suis pas magicienne. Donc, je redétaille un petit peu, savoir quand même sur quoi je peux agir, ne serait-ce que pour que mon intention à moi soit la plus juste possible au moment où je vais magnétiser. Et ensuite, la personne reste habillée, et ça, c'est extrêmement important. On en parlera peut-être plus tard par rapport à plein de charlatans quand même dans ce milieu énergétique et spirituel. La personne reste habillée sur une table de massage. Et moi, je travaille en crânien, c'est-à-dire que la seule zone que je touche, c'est la tête des gens. J'ai besoin, c'est mon petit lieu de concentration à moi, de poser mes mains sur la tête des gens. Et ensuite, comme tous les magnétiseurs, si je suis amenée à travailler sur d'autres zones du corps, je reste à distance. Mes mains sont posées légèrement à quelques centimètres au-dessus du corps des gens. Mais c'est ok, du coup, par exemple, si j'ai une douleur au genou, que la personne vienne poser, pratiquer au-dessus de son genou. C'est aussi faisable, ça dépend selon... Ça dépend des magnétiseurs, mais en réalité, on n'a pas besoin de toucher le corps des gens pour pouvoir magnétiser. On peut rester vraiment à distance. Et qu'est-ce que, par exemple, si un danseur, une personne vient, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer à une séance de travail ? Est-ce qu'il faut la
préparé en amont, pas du tout? Rien du tout. Tu sais, c'est un peu le fameux « venez comme vous êtes ». Il y a rien à faire de spécifique. Et en plus, là aussi, il y a des fausses croyances, parce que parfois, il y a des gens qui disent « non, mais moi qui arrivent, qui me disent « moi, je suis hyper réceptif au magnétisme ». Et d'autres qui sont plus sceptiques et qui disent « bah du coup, ça marchera pas ». Il n'y a aucune corrélation entre tout ça, en fait. Il y a des gens qui pensent pas être réceptifs et qui vont avoir des sensations incroyables et qui vont avoir des résultats extrêmement rapides. Et à l'inverse, des gens qui sont extrêmement réceptifs à toute la sensibilité, voire hypersensibles, et en réalité qui vont rien sentir. Donc ça aussi, c'est une idée reçue. On n'est pas obligé de sentir quelque chose pendant une séance. Après, si on a des sensations, elles sont assez communes à tout le monde. On peut sentir du chaud. Il y a un peu cette idée de penser que les magnétiseurs ont tous les mains très très chaudes. Ou du froid d'ailleurs. Des picotements, des fourmillements dans le corps, une sensation de lourdeur, parce que ça agisse quand même sur le système nerveux. Mais il n'y a vraiment rien à faire, si ce n'est, encore une fois, une question de mental, c'est-à-dire avoir envie de changer et être juste OK avec l'idée que ça va bouger des choses. Il faut surtout se dire, si je change quelque chose, ou si le magnétiseur bouge des choses, ok, donc ça veut vraiment dire qu'il y a des choses qui vont bouger, ça veut dire que ça peut être inconfortable, il peut y avoir des émotions, des traumas qui remontent à la surface, mais je suis ok avec ça pour aller enfin les voir et les nettoyer. Et donc qu'est-ce qu'on doit attendre finalement d'une séance de travail énergétique? Alors cette question, elle me fait souvent sourire parce qu'on me la pose énormément, mais en réalité, je me suis rendu compte quand on va voir un médecin, on ne lui demande pas à quoi je dois m'attendre une fois que je prends votre traitement. Mais en fait, à aller mieux, tout simplement. Donc c'est juste que comme ça se passe, alors quand ça se passe au niveau émotionnel, moi j'appelle ça une idée de curseur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre curseur il est à 9 sur 10 en venant me voir parce qu'émotionnellement vous n'en pouvez plus, bah, évidemment d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, ça dépend des gens, il va falloir que le curseur baisse, donc c'est vraiment un mieux-être global. Et après, je peux être très spirituelle, mais je suis aussi très factuelle. Ça veut dire que pour des pathologies concrètes, réelles, des tendinites, des entorses, des inflammations, il faut que la douleur diminue, il faut que l'inflammation diminue. Oui. Donc, il faut que ça s'ancre dans la matière. C'est ça, et encore une fois aussi consulter également des professionnels de santé pour bien vérifier par exemple le stade d'une entorse, le stade d'une... Les examens sont primordiaux parce que malheureusement c'est un peu le problème dans la spiritualité et dans tout ce qui est énergétique, c'est qu'on en vient à penser que non, c'est forcément énergétique, il n'y a aucun problème autre que celui-là. Mais c'est faux, s'il y a une déchirure d'un tendon partiel, je peux accélérer la guérison. Je peux aider le corps à s'auto-régénérer. Mais je ne vais pas faire repousser un tendon de façon miraculeuse. Ça n'existe pas. Ah bon? Je pensais que tu avais plusieurs casquettes et que tu étais capable. J'ai beaucoup de capacités, mais pas celle-là. Pas encore. Pas encore. Et combien de temps dure une séance de travail? Est-ce que ça peut durer plus ou moins entre 30 minutes et 1 heure? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce que c'est selon les pathologies, selon... Alors, en moyenne, ça dépend encore là une fois des magnétiseurs. Moi, je parle pas mal pendant une séance. Je parle avant pour essayer de comprendre et surtout en fonction de ce que j'ai ressenti pendant la séance. Je vais donner des conseils, une autre façon de penser. Enfin, je fais jouer aussi la psycho. C'est un gros travail aussi. Donc, mais la séance en magnétisme pure et dure, en tout cas avec moi, elle dure à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 minutes. Mais je garde pour une consultation 45 minutes, le temps de parler. Et tu parles de consultation, du coup, alors quel est le coût d'une consultation? Alors, moi, c'est 70 €. Maintenant, il y a quand même une déontologie, c'est-à-dire que les bons magnétiseurs, faut pas croire qu'ils ont des tarifs à 150 ou 200 €, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça, c'est des charlatans, parce que je pars du principe que le magnétisme n'est pas réservé à une élite ou à des gens qui ont de l'argent. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, bon nombre de très bons magnétiseurs font aussi des prix moindres pour des gens qui ont des difficultés financières, parfois font des séances gratuites, parfois font du bénévolat. Donc il y a une séance correcte, c'est entre 60 et 80 €. Voilà. Ok. Et on va revenir un petit peu plus sur le côté passion. Donc qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le magnétisme? Mais je crois que derrière tout thérapeute, il y a quand même un petit syndrome du sauveur. Donc l'envie de sauver le monde, l'envie de sauver les gens, l'envie de les rendre heureux, l'envie de... Donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussée au départ. Peu importe la technique, c'est pour ça que j'ai fait la psycho, j'ai fait les massages. Il fallait absolument que je soulage le mal-être. D'aider. Et avoir envie d'aider, effectivement. Ouais, je crois que ça a été vraiment la chose première. Parce que je le ressentais, donc si tu veux, à un moment donné,
je ne pouvais pas faire abstraction de ça. Je pouvais pas me dire, ouh là là, je vois que cette personne va mal, je vois que je peux l'aider, mais je vais rien faire. Je pouvais pas. Impossible. Donc c'est ce qui te plaît le plus dans ton travail, de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice? Ça a un sens, tu sais, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cette question-là. Les gens tournent autour de c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? Bon, bah moi, effectivement, par ce métier-là, j'y ai répondu. Ce qui me plaît le plus, en revanche, je pense que c'est le côté intuition, le côté intuitif. Je pense qu'on ne soupçonne pas la capacité qu'a l'être humain à avoir une connexion avec l'autre, avec le corps de l'autre, sans parler, sans se regarder, sans dire quoi que ce soit. Et ça, que ce soit l'intuition, le langage en fait non verbal ou la médiumnité, c'est des choses qui sont absolument magiques. Et à chaque fois, moi, j'ai les larmes aux yeux quand il y a vraiment de la médiumnité. C'est tellement beau que... Ouais, chaque journée est différente. Je ne m'attends à rien et je ne peux savoir à l'avance rien du tout de ce qui va se passer, ni quelle pathologie je vais essayer de soulager, et ni ce qui va se passer pendant la séance. Je rebondis sur ce que tu disais sur le langage non-verbal, mais finalement, les danseurs, on est aussi... C'est ce qui est beau dans notre milieu, je trouve, c'est qu'on arrive à transmettre des émotions et des choses avec notre corps sans parler. Et c'est là où ça va être important, c'est-à-dire que un artiste, danseur principalement, mais artiste quel qu'il soit, qui arrive à faire passer une émotion pure, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il faut que cette émotion soit la plus juste possible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit raccord avec lui-même, parce que tu te doutes bien que si on a envie de faire passer l'émotion de la joie à travers une danse joyeuse, si à l'intérieur de soi on n'est pas aligné avec cette fréquence vibratoire-là, le spectateur il va sentir une dissonance. Et pourtant, bon nombre d'artistes, danseurs, comédiens, chanteurs arrivent sur scène en ayant parfois appris une mauvaise nouvelle, en ayant parfois passé une mauvaise journée, et doivent faire abstraction de tout ça. Et je trouve qu'on fait un métier de zinzin. Faut quand même être... Show must go on. C'est ça. Show must go on, et en même temps, on reste des humains, et parfois, ça peut aussi arriver que le corps, la tête disent stop. Et donc, toi, en tant que psychothérapeute et magnétiseuse, tu as déjà été, j'imagine, amenée à côtoyer des danseurs et des artistes. Et quels sont pour toi les défis énergétiques et émotionnels les plus courants auxquels ils font face ? Alors tu sais, il y a un super livre de Lise Bourbeau qui a été un best-seller qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme ». Ces 5 blessures, c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On dit souvent qu'une personne lambda va vivre au cours de sa vie une blessure majoritaire par rapport aux autres. Mais en réalité, dans le milieu artistique, vous êtes confronté en permanence à quasi la totalité de ces blessures-là. Si je prends juste l'exemple d'un casting, vous pouvez être amené dans un seul casting, en une seule journée, en quelques heures, à vivre aussi bien le rejet, c'est pas vous qu'on a choisi, à vivre l'humiliation. Si vous avez un directeur de casting qui est pas très aimable et qui vous juge et qui vous critique, faut avoir quand même une estime de soi assez solide pour ne pas vivre la blessure d'humiliation. Vous pouvez vivre une blessure d'injustice aussi. C'est quelqu'un d'autre qui a pris votre place et que vous estimez que c'est pas juste parce que vous avez mieux performé qu'elle. Vous pouvez vivre aussi la trahison. C'est quand même un milieu, alors de moins en moins quand même je trouve, mais il fut un temps quand même, à l'opéra par exemple, il y avait quand même des trahisons entre danseuses. Oui. Parce qu'il fallait avoir la place. Et je pense que voilà, les choses sont volées, exactement, qu'on a pu entendre. Exactement. Donc en très peu de temps, vous êtes amené à vivre une palette émotionnelle beaucoup plus que la moyenne. Oui. Parce que vous sortez de votre zone de confort en permanence. Vous tentez des expériences nouvelles en permanence. Quelqu'un, en réalité, qui ne vit pas d'émotions et qui a une espèce de paix intérieure, ou en tout cas qui se sent en paix quotidiennement, à part si c'est un être très spirituel, les 3/4 du temps, c'est quelqu'un qui vit confortablement dans son petit espace et qui ne va pas au-delà de ses limites, en réalité. Donc, ok, c'est confort, mais on ne grandit pas en faisant ça. Vous repoussez sans arrêt la barrière. Vous allez sans arrêt voir, à la limite, tu sais, un peu comme dans les dessins animés, où il y a cette espèce de forêt noire au-delà du village, et ça fait peur d'aller à la lisière de cette forêt. Mais en fait, c'est en y allant, avec la peur, avec le courage que ça va solliciter, qu'on va pouvoir mettre de la lumière là-dedans. Et donc, on aura repoussé. Mais tout ça, ça génère une dose d'émotion monumentale. Et comment alors on pourrait mieux gérer notre perte d'énergie au quotidien et pendant surtout les périodes d'entraînement intense, parce que on le sait, nous en tant qu'artistes, on a des périodes où
on est amené à travailler un peu plus les périodes de fête, les périodes estivales, selon quand il y a des événements. Et parfois, on a des périodes où on n'a rien. Ça, c'est pareil. C'est aussi très difficile de ne pas avoir de travail et de parfois voir avec les réseaux sociaux, les autres qui travaillent et d'être derrière son écran, avoir l'impression que y a plus rien ne va nous arriver, qu'il se passe rien. Alors voilà, comment mieux gérer tout ça ? Alors, je pense que les émotions, c'est un grand sujet, mais malgré tout, la pensée reste primordiale pour moi. La gestion de ses pensées, même plus que la gestion de ses émotions, parce que, en fait, les émotions découlent de la pensée qu'on a. Et moi, je milite un petit peu là-dessus, c'est-à-dire, on est plusieurs d'ailleurs à parler de ces sujets-là, c'est-à-dire la perception de la réalité. C'est extrêmement important. Si je suis convaincue que les autres sont plus heureux que moi, alors ma réalité sera faite de ça, et je vais en permanence constater ça. Et il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs, quelqu'un d'assez spirituel, qui disait c'est pour ça que la spiritualité n'est pas prouvable. Si je suis convaincue que ça n'existe pas, dans mon quotidien, je ne vais avoir aucun signe, aucune synchronicité, rien qui va me montrer que ça existe. Donc la perception de ces pensées, chez vous, elle est fondamentale. Un mental d'acier. Et après, avec ça, grâce à ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps. On le voit même dans le bouddhisme, les moines Shaolin. Ils ont une gestion de leur corps absolument majestueuse, mais pour avoir réussi à gérer à ce point-là le corps, ils ont d'abord travaillé leur mental. Et d'ailleurs, ils ne dissocient pas le corps de l'âme, de l'esprit. Ils ont une dose de spiritualité et d'enseignement spirituel à hauteur des enseignements physiques et sportifs. On le sait que dans notre milieu, le mental, il est hyper important, mais parfois, ça peut arriver aussi que ça lâche, parce qu'on reste, sans surprise, des humains. Et quelle technique, justement, tu pourrais proposer pour peut-être mieux gérer nos émotions, notamment le stress, l'anxiété, la peur de l'échec, des traumatismes qui peuvent remonter comme ça du jour au lendemain et qui peuvent nous faire perdre pied, qui peuvent avoir justement un impact négatif sur notre performance. Alors moi, je prône la méditation. Alors, je dirais... Alors, il y a la méditation, il y a la cohérence cardiaque. En fait, mais tous les sportifs de haut niveau et tous les artistes devraient... il y en a beaucoup qui le connaissent déjà, mais devraient connaître toutes ces techniques-là. La méditation, pour moi, elle est extrêmement importante. Et je distinguerais même 2 types de méditation que vous pouvez faire. Il y a une méditation juste de bien-être, c'est-à-dire vraiment, on peut simplement prendre un temps... Déjà, il faut être seul. Alors ça, c'est primordial. Un temps pour soi, pour se poser, pour respirer et juste se connecter à quelque chose de réconfortant, de chaleureux. Donc c'est vrai qu'en méditation, souvent, on vient plutôt poser l'intention sur la région du cœur et essayer vraiment de sentir un apaisement. Ça, c'est OK. C'est assez facile à faire. Mais la deuxième méditation, elle pique un petit peu plus. Et moi, c'est ce que j'appelle la méditation émotionnelle. Le bouddhisme l'explique très, très bien. Ils appellent ça RAIN. C'est-à-dire, la première chose, c'est recognize, reconnaître l'émotion que vous avez. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me sens anxieuse parce que je passe tel casting. Aujourd'hui, je me suis sentie humiliée, trahie, abandonnée, etc. La deuxième chose, donc déjà, il faut prendre le temps. Ça paraît simple, mais il faut prendre le temps parce que parfois, c'est juste un chamboulement émotionnel et nerveux. On se sent énervé, on se sent stressé, mais on n'a même pas pris le temps juste de savoir qu'est-ce qui se passe là, en moi. La deuxième chose, c'est accept. Donc ça veut dire accepter que j'ai cette émotion-là. Je ne suis pas l'émotion, je ressens cette émotion et c'est déjà bien différent. Le I de investigate. Donc investiguer pourquoi j'ai cette émotion comme un détective. D'où elle vient, pourquoi, à quel moment je l'ai déjà ressentie dans ma vie. Et la quatrième chose, c'est la non-identification à cette émotion. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je ne suis pas cette émotion. Donc, souffrir, oui, et on ne peut pas enlever ça en réalité de la vie de qui que ce soit. La souffrance fait partie de la vie. En revanche, je ne suis pas obligée de l'activer, cette souffrance. Je la reconnais, je l'accepte, je la vis, mais je ne l'active plus. Je n'ai rien de plus à rajouter. Et je parlais tout à l'heure justement du surentraînement, de la sursollicitation qui peuvent aussi parfois faire ressortir et ressurgir ces émotions quand on n'en a pas forcément besoin, parce qu'en réalité on n'en a pas besoin du tout. Mais parfois ça ressort et c'est comme ça et on ne décide pas tout le temps comment nos émotions surviennent, même si on est capable de les gérer. Parfois ça arrive, on peut... comme je disais tout à l'heure, perdre pied. Et donc on entend souvent parler des dangers du surentraînement et de la sursollicitation chez les danseurs. Et justement, comment la gestion des émotions peut-elle contribuer à ces problèmes ?
Alors moi, j'aurais envie de te retourner la question dans l'autre sens. C'est pourquoi je vais aller me surentraîner, me suradapter en permanence. En fait, c'est quel bénéfice j'ai à faire ça. Bien sûr qu'il y a certaines phases où vous êtes... En fait, c'est même pas vous êtes obligé, c'est qu'on vous le demande, parce qu'il y a une échéance à respecter. Mais étrangement, à ce moment-là, votre corps tient le coup. Le moment où les danseurs perdent pied, c'est bien souvent en dehors de ces phases-là. C'est qu'ils n'acceptent pas la phase de repos. Ils veulent continuer. Il faut garder la forme, il faut garder la performance, il faut que je maintienne mon niveau. Et c'est là où c'est dangereux, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Le corps, il a besoin d'un équilibre. Donc si vous êtes en suradaptation en permanence, ça ne marchera pas très longtemps. C'est comme un burn-out mental en fait, sauf que vous, les 3/4 du temps, ça va être physique. C'est le corps qui va lâcher en premier. Donc ça montre aussi à quel point le corps est beaucoup plus fort que la tête. Ouais, et puis souvent, quand on se blesse, après ça demande du repos forcé. Exactement. Et ça devient difficile pour un artiste, un danseur, bref, peu importe le métier artistique, mais de devoir faire pause, surtout quand on est danseur et que peut-être on a fait une blessure qui nous impose une pause. Mais je pense aussi que ça peut permettre parfois de faire une introspection, de peut-être se diriger vers d'autres chemins. Et je pense que de toute façon, il n'y a jamais vraiment de choses négatives dans la vie. En tout cas, il faut essayer de les tourner en positif. Alors ça, c'est un grand principe spirituel où la souffrance est une facette de l'amour. Et on l'a tous vécu. C'est dans les moments d'extrême souffrance. Qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué qu'on n'a pas eu le choix que de se retrouver seul avec soi-même, d'aller au fond des choses, d'activer le courage. Et l'activation du courage va permettre le dépassement de soi. Et le dépassement de soi va permettre l'estime de soi. C'est aussi simple que ça. Je reviens sur le surentraînement et sur la sursollicitation. Quels sont les signes physiques et émotionnels qui peuvent alerter un danseur, un artiste, peu importe, qu'il est en train de se surmener ? L'inflammation, quelle qu'elle soit. La mauvaise régénération du corps. Les insomnies, beaucoup. Et tout le travail du système nerveux, en fait. Dès que vous sentez... Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Oui, je m'entraîne intensément, mais il faut qu'après une bonne nuit de sommeil, ou un jour ou deux éventuellement, le corps soit redevenu à son équilibre, c'est-à-dire que je me sente bien. C'est toujours une histoire de curseur pour moi. À partir du moment où plein de petites choses commencent à s'accumuler, je commence à être un peu plus sensible, un peu plus irascible, un peu plus énervée. Je prends moins bien les choses, je commence à moins bien dormir, je prends moins le temps de bien manger. Petit bout par petit bout, évidemment, à un moment donné, ça va exploser. Moi, je pars du principe, je l'explique comme ça aux enfants, quand je fais du magnétisme sur les enfants. Le corps, c'est comme une voiture, il y a un tableau de bord. Malheureusement, on prend un peu plus soin de sa voiture que de son corps. Ouais, on l'emmène rarement, en fait, la voiture, à aller à l'arrêt total. Dès qu'il y a un clignotant qui s'allume, un voyant qui s'allume, en général, on fait hyper gaffe, parce qu'on n'a pas envie de tomber en panne. Malheureusement, on fait moins ça avec notre corps. Alors qu'en réalité, et elle sert à ça aussi la méditation, si quotidiennement on prenait juste 5 minutes pour se poser, pour interroger son corps, son cœur, pour savoir un petit peu comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, il n'y aurait pas de burn-out, il n'y aurait pas de surentraînement, parce qu'on sait d'avance que c'est pas bon. Tout à l'heure, tu parlais de curseur. Quel conseil, toi, tu donnes aux danseurs qui se sentent dépassés ou épuisés tant physiquement qu'émotionnellement pour peut-être réaligner le système sympathique, parasympathique, le système nerveux Alors, on a vu effectivement déjà la méditation, la cohérence cardiaque, mais moi, je prône la solitude. Je pense que c'est un milieu où vous êtes en permanence, en fait, sollicité, que ce soit par le public, que ce soit par d'autres danseurs, que ce soit par toute la prod. Et j'entends souvent des danseurs, quand ils viennent en consultation, me dire « Bah oui, après le show, en fait, c'est sympa, on va tous manger ensemble. » Et en fait, il n'y a jamais de stop. Il n'y a jamais de retour à soi. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, même après un show, ok, vous pouvez aller manger tous ensemble, c'est pas un souci, évidemment. Mais pourquoi ne pas mettre juste 10 minutes de solitude pour faire redescendre le système nerveux, l'euphorie qui va avec, l'adrénaline, la sérotonine, pour remettre les curseurs à un niveau stable. Parce qu'évidemment, lors d'un show, lors d'un spectacle, tous les curseurs sont au maximum. Oui. Puis encore une fois, on fait aussi abstraction de notre vie perso, notre vie privée quand on est en show. Bien sûr. Donc quand on revient après, quand on est... Et j'ai même envie de te dire, même dans la vie sociale, les 3/4 des gens font abstraction de leur vie privée, on porte un masque en permanence. Ouais. Donc si on a la capacité de ne pas le faire, c'est très très bien, ça redescend plus vite. Mais il faut avoir appris à ne pas le faire.
C'est ça. On a évoqué le concept d'émotion aussi stockées dans le corps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie et comment cela peut se manifester chez les danseurs ? Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, c'est le stockage des informations que le corps a reçues. Le problème, c'est que si on n'a pas traité correctement ces informations, ça reste engrammé dans le corps et ça va se transformer en blocage inconscient. Donc ça s'engramme sur 3 plans différents. Il y a le plan mental, il y a le plan émotionnel et il y a le plan physiologique. Donc si je prends un exemple d'un casting, par exemple, qui aurait mal tourné, qui se serait mal passé, au niveau mental, vous allez vous souvenir du jour, de l'heure, des circonstances, de l'endroit, de l'adresse, de qui était le directeur de casting, d'accord ? Des choses purement factuelles et mentales. Ensuite, votre système émotionnel va lui aussi engrammer ça à travers une émotion. Je me suis sentie humiliée, rejetée, trahie, en colère, etc., triste. Et 3e plan, le plan physiologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé comme réaction dans mon corps ? Est-ce que je suis rentrée dans un mutisme ? J'ai pas pu réagir. Est-ce que j'ai pris la fuite en claquant la porte ? Le problème, c'est que tout ça va créer un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense, ça va être régulièrement en fait des blocages inconscients. Par exemple, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Bon, en fait, c'est pas pour moi, les autres sont meilleurs. Donc en énergétique, en fait, on va aller essayer de tirer la ficelle, essayer d'aller voir l'origine de votre trauma. Et c'est vraiment ça, les blocages inconscients et la mémoire émotionnelle. C'est comme le disque dur d'un ordinateur, c'est qu'est-ce que mon corps a gardé en mémoire. Et ça, c'est extrêmement important d'aller le déverrouiller. Parfois, on le déverrouille juste en énergétique, et parfois, on va le déverrouiller en le faisant remonter à la surface et en expliquant à la personne, en fait, que, encore une fois, il y a cette histoire de réalité. Oui, c'est passé ça, vous avez raté le casting, c'est ok. Mais le système de pensée va être extrêmement important. C'est-à-dire que vous avez interprété cette réalité. Vous l'avez perçue d'une certaine façon. Et mon job à moi, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau thérapeutique, on va dire en psychothérapie, ça va être de changer cette perception-là. Pour remettre comme une autre connexion neuronale. C'est-à-dire que... Parce que le problème, c'est que à chaque fois que cette personne-là va aller repasser un casting, son corps va réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a potentiellement la possibilité de le réussir, celui-là. Mais malheureusement, son corps aura engrammé un échec, ce qu'elle aura en tout cas interprété comme un échec, et son corps va réagir avec le même mécanisme défense. C'est-à-dire avoir envie de fuir, avoir envie de claquer la porte, ou peut-être une réponse juste émotionnelle, c'est-à-dire le fameux trac, le corps qui commence à se tétaniser, à se paralyser, incapacité de faire les mouvements en amplitude, voilà, des tremblements, autres, plein de choses diverses et variées. Et de quelle manière le fait de changer de perception, de libérer ces émotions stockées, peut-il aider les danseurs et les artistes en règle générale à améliorer leur bien-être physique et émotionnel ? En fait, ça va leur permettre surtout d'avoir confiance en eux, confiance en la vie en règle générale. Parce que vous êtes dans un domaine où il n'y a aucun contrôle possible. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est le vôtre. C'est celui de votre pensée et potentiellement de votre corps. Ce qui est presque à la rigueur un des facteurs les plus spirituels qui soit, le fameux lâcher-prise, le fameux non-contrôle. Donc un travail sur ses énergies, un travail sur ses émotions va permettre ça, c'est-à-dire de rester dans une paix intérieure quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, j'irai bien. Et quelle technique justement tu utilises dans ta pratique pour aider les danseurs à se libérer et à libérer leurs émotions stockées ? Alors il y a plusieurs techniques possibles et chaque magnétiseur, comme je te disais, va avoir un peu sa façon de faire. Moi je suis HPE au départ, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels, donc les hypersensibles plus. Donc en fait je vais déjà ressentir l'émotion, c'est-à-dire c'est assez étrange, mais dès que je vais poser mes mains, et parfois même juste en vous voyant, en regardant quelqu'un, je vais tout de suite ressentir l'état intérieur. C'est pour ça que je vais voir en fait ce décalage entre ce que vous me dites et ce que je vais ressentir. Parce que parfois, encore une fois, on porte un masque, ou alors on n'a pas conscience de réellement ce qui se passe à l'intérieur, et moi je vais le percevoir un petit peu plus vite que la moyenne. Donc je vais utiliser déjà ça, mon système intuitif à moi. Je peux utiliser aussi des techniques de Theta Healing, qui est une technique américaine, justement pour travailler sur les blocages inconscients. Et j'utilise aussi parfois des outils de kinésiologie, qui sont des tests musculaires pour voir, en fait. On pose des questions au corps, il y a différents tests à faire avec le corps. Et en général, les danseurs aiment bien, parce que évidemment, on est axé sur leur outil de travail.
Et ça met un peu de sens, en fait, à tout ce côté plus intuitif et plus spirituel. Donc voilà, j'utilise vraiment une palette, mais c'est propre à chaque personne et ça sera jamais pareil en fonction des séances. Et donc, tu insistes quand même beaucoup sur l'importance pour les artistes de se reconnecter à eux-mêmes, ce qui est assez logique, je trouve, et sensé. Mais pourquoi est-ce si important selon toi ? En fait, il faut comprendre que dans le milieu artistique, et les danseurs aussi principalement, vous vivez les émotions des autres. Vous vivez vos propres émotions, vous vivez avec les émotions du public, ce qu'il vous renvoie, et vous vivez les émotions de votre personnage, de celui que vous incarnez. Ça fait quand même beaucoup d'émotions à gérer. D'accord ? Légèrement. Donc, ça peut être un magnifique exutoire, comme ça peut être la pire chose qui soit. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous traversez un deuil, par exemple, et que, par chance, j'ai presque envie de dire, on vous demande d'interpréter un rôle ou quelque chose en rapport avec la tristesse, la souffrance, ou le deuil même. Évidemment, là, ça va être un magnifique exutoire. Encore faut-il bien le gérer. Oui. Parce que, évidemment, ça peut être un débordement émotionnel, et là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué sur scène, en représentation. Et si les choses sont carrément opposées, c'est-à-dire, vous êtes en train de vivre un deuil, et puis à côté de ça, on vous demande d'incarner la joie absolue, il va y avoir quand même une grosse dissonance dans le corps. Donc, temporairement, ça peut être chouette, parce qu'évidemment, on se dit, ça va faire remonter un petit peu le curseur. Moi, je trouve pas ça si chouette que ça, parce qu'en réalité, le corps, on va lui demander des choses extrêmes. Or, encore une fois, le corps, il a besoin d'équilibre. Et en plus, je pense sincèrement que malgré tout, peut-être pas pour tout le monde évidemment, mais il va y avoir quand même des gens dans les spectateurs qui vont se rendre compte, pas mentalement, mais plus intuitivement, qu'il y a un décalage entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. C'est un peu se mettre un masque, se voiler la face sur ce qu'on vit au plus profond de nous. Et je vais donner une anecdote, mais moi, l'année dernière, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un événement très personnel, voilà. Et je devais ensuite monter sur scène. Et le spectacle, c'était... alors, le spectacle était génial. J'étais super heureuse d'être à Disneyland et de faire le 30e anniversaire de Disneyland. Mais c'était un monde qui s'illumine. Mais oui. Et moi, j'étais à l'opposé total. Et quand le monde s'éteint, la rechute, elle peut être violente. J'étais à l'opposé total. Et tous les jours, j'avais 4 fois par jour un monde qui s'illumine dans ma tête. Mais oui. Alors, et tu sais, c'est peut-être la chose qui est pas, d'ailleurs, qui est extrêmement difficile pour vous. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on prône en ce moment ? C'est faire tomber les masques. Or, un chanteur qui fait sa propre musique, il est en accord avec lui. Il est en accord, il va chanter ce qui lui plaît à l'instant où il a envie de le faire. Sauf que dans la danse, vous ne faites pas que danser avec votre propre façon de faire. On vous demande de faire, on vous demande d'interpréter. Donc quelque part, on vous demande de porter un masque. Et ça, pour certains, ça peut être de plus en plus compliqué au fur et à mesure du temps. Ah, tout à fait. Et quel conseil, justement, tu donnerais aux danseurs pour mieux se reconnecter à leur corps, à leurs émotions et à leur intuition ? Alors, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, sur la solitude. C'est s'accorder du temps à soi seul. On est dans un monde, on le sait, où tout va très très vite, encore plus avec les réseaux sociaux. Là, je répète ce que d'autres, évidemment, disent tout le temps, on l'entend en permanence. Mais malgré tout, c'est quelque chose de fondamental. Donc, on a besoin d'isolement, on a besoin de recueillement et on a besoin de solitude, juste pour déjà refaire ce fameux petit rein bouddhiste, c'est-à-dire reconnaître ce qui se passe, accepter ce qui se passe, identifier ce qui se passe et ne pas s'identifier. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais de l'importance d'être supervisé régulièrement, que ce soit avec des professionnels de santé ou toi, par exemple, dans une approche un peu plus holistique. Pour qui est-ce important et à quoi cela consiste-t-il concrètement ? Alors j'ai presque envie de te dire pour tout le monde. Même les magnétiseurs se font magnétiser par d'autres. On peut travailler énormément sur soi, on peut réussir à faire beaucoup de choses pour soi-même, mais il y a un moment donné, il faut lâcher prise, et quelqu'un à l'extérieur de soi, qui n'est pas dans notre émotionnel, peut avoir une efficacité beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment possible pour tout le monde. La fréquence, là pour le coup, elle est très personnelle. J'ai des gens qui viennent simplement en ce que j'appellerais en curatif, tu vois, dans des phases aiguës, une entorse, une cervicalgie, une inflammation quelle qu'elle soit, un gros trauma émotionnel.
Là, je vais axer plutôt sur des séances assez rapprochées. Moi, je vais jamais au-delà de 3 séances. C'est là que je disais que c'est important de faire attention à qui on a affaire. Et il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu qui vont vous faire des forfaits de 5, 10, 15 séances. Mais en fait, on ne peut pas savoir à l'avance comment le corps va réagir. Donc sur des problématiques aiguës, moi, je vais jamais au-delà de 3 séances sur une même problématique si j'ai pas de résultat. Voilà. Il peut y avoir du résultat. Sur des problèmes un peu plus ancrés, il faut pousser un petit peu à 2 ou à 3. Donc ça, c'est en phase plutôt aiguë. Et puis j'ai des gens qui viennent me voir sur des choses, même en prévention en fait, une fois par mois. Mais sincèrement, je vais pas aller au-delà d'une fois par mois. Parce que j'aime bien aussi que la personne, elle s'autonomise un maximum. Oui. Et je vais préférer la guider peut-être sur une technique de méditation, de cohérence cardiaque, pour qu'elle puisse un petit peu être axée sur ses envies à elle et sur son besoin à elle. Développer son indépendante. Oui, indépendante et développer son intuition aussi. Mais bien sûr. Et tu as des anecdotes ou des témoignages inspirants de danseurs que tu as aidés à travers ton approche ou des expériences marquantes lors de tes séances de travail? Écoute, on parlait de blocage inconscient, j'en ai eu plusieurs. Alors, blocage inconscient, tu vois, je me souviens effectivement d'une jeune danseuse qui commençait sa carrière et qui se faisait des entorses à répétition. Alors que donc elle était suivie par un kiné, les exercices de kiné, elle les faisait à la perfection. Il n'y avait rien qui indiquait une faiblesse en réalité de la cheville. Elle était très stable. Et malheureusement, à chaque fois, les quelques semaines avant la première, à chaque fois, entorse de la cheville. Donc à un moment donné, les médecins ne comprenaient pas, évidemment. Elle finit par arriver chez moi et puis j'essaie de voir un petit peu le blocage inconscient. Et évidemment, comme il s'agit d'un blocage inconscient, à aucun moment elle soupçonnait quoi que ce soit de différent que le côté je dois peut-être avoir une cheville encore fragile, ils sont passés à côté dans le médical. Et bien pas du tout, en fait, en travaillant, j'ai dû faire 2-3 séances avec elle et en travaillant vraiment sur ces blocages inconscients, avec les outils dont je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai fini par trouver qu'elle ne voulait juste pas faire de l'ombre à sa mère, qui, elle, avait eu un petit début de carrière de danseuse aussi, mais n'avait pas pu poursuivre parce qu'elle était tombée enceinte de sa fille. Wow. Et en fait, cette jeune fille, inconsciemment, je dirais par amour, pour sa maman, inconsciemment se faisait sans arrêt des entorses, quasiment la veille des premières. C'est fou, hein? Ouais, donc très lié au mental et à l'émotionnel. Exactement. Donc vraiment, c'est un pur exemple de blocage inconscient. Après, dans les exemples de mémoire émotionnelle, moi, ça arrivait, j'imagine, à beaucoup de danseurs. Je me souviens d'un danseur qui s'était fracturé les côtes, tu vois, au moment d'un saut. Très, très, extrêmement douloureux. Et impossible pour lui de refaire ce saut. Tétanisé. Parce que des semaines, évidemment, de convalescence, des douleurs absolument atroces. Et son corps refusait. En fait, il était pétri de peur à chaque fois qu'il fallait le refaire. Et dans son inconscient, c'était « je vais pas y arriver. Je vais tomber encore une fois et je vais me faire mal. » Donc, il a vraiment... Ça, c'est de la mémoire émotionnelle. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le corps a gardé en mémoire l'impact traumatique émotionnel, c'est-à-dire la souffrance. Et de cette souffrance... il y a eu ce blocage, cette réponse physiologique du corps qui est hop, je vais pas sauter. J'ai trop peur. Moi, ça m'a fait la même chose aussi. Plus jeune, j'ai pris un talon aiguille dans la tête en pleine répétition. Je me suis... on m'a ouvert le crâne sans faire exprès. Hein, la personne n'a pas du tout fait exprès. Mais dès que j'allais en casting de danse et qu'on me disait de mettre les talons, qu'on allait au sol, qu'il fallait lever la jambe sur des comptes hyper rapides, qu'on était 60 dans une salle de 32 mètres carrés. T'étais en super vigilance. Ah, mais j'étais en sueur. Enfin, j'étais pas bien. Je me suis dit, on va me répéter... on va me crever l'œil. Fin... Tu vois, donc ça, tu peux faire un travail mental. Mais ce travail mental... il va prendre beaucoup plus de temps que d'aller directement à la source du problème, qui est la mémoire émotionnelle qu'avait gardé ton corps. Ouais. C'est là les limites, et pourtant, Dieu sait que j'aime la psycho, mais les limites de la psycho, elles vont être là, c'est-à-dire que t'avais conscience de tout ce qui s'était passé. Ouais. Et alors, on aurait pu en parler en thérapie 2 fois par semaine pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Je suis pas sûre que ça aurait changé beaucoup de choses. Oui, de toute façon, je l'ai conscientisé, et ça va beaucoup mieux. Enfin, c'était vraiment il y a très longtemps. Et comme c'était les débuts de carrière, pareil, tu vois autour de toi en casting, les gens, ils sont à donf. Certaines personnes ne respectent pas forcément l'espace des uns et des autres, alors que quand même, je me dis, dans notre milieu, dans notre métier, on a conscience de notre corps, on a conscience de notre espace. Et voilà, certaines personnes manquent un petit peu parfois d'humanité dans les castings, et il n'y a pas de souci. Enfin, c'est la compétition, c'est le jeu. C'est un peu le nerf de la guerre de notre milieu. Mais ouais, là, ça va mieux, parce que je me dis, de toute façon,
un coup peut arriver n'importe quand, je peux chuter même sur un trottoir et me refaire mal. Enfin, La force du mental, elle va arriver là, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, je vais me relever. oui, c'est ça. Quoi Toujours. qu'il arrive, ça ira. Mais ne pas oublier aussi que c'est ok de ne pas aller bien. Tout à fait. Tu sais, c'est le drame, là, moi je l'observe de plus en plus dans le milieu psycho et médical, hein, dans les deux. Là, il y a encore quelques heures, tu vois, ce matin j'étais en consultation et j'ai un jeune homme qui vient me voir et qui avait un petit peu, effectivement, abusé au niveau professionnel. Il a un peu tiré sur la corde. Donc il arrive chez son médecin et il lui dit, voilà, je suis vraiment fatiguée, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que fait son médecin ? Xanax, Lexomil. Direct. Ok. Il va voir sa psy derrière qui lui dit « Oula, attention, burn-out ». Alors, pourquoi elle lui dit burn-out ? Simplement parce qu'il lui dit en fait, vous savez quoi, là j'aurais juste envie de rester chez moi pendant 3-4 jours à regarder des séries Netflix avec un chocolat chaud et rien faire. La psy lui dit quand même « Ah, attention, on est à la limite du burn-out ». Ça montre à quel point se retrouver seul, avoir envie de rien, ça fait peur à tout le corps médical et paramédical, alors qu'en fait, c'est juste une nécessité. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à faire ça et qu'on nous pousse toujours. La phase de repos, de solitude, de ne rien faire, c'est encore dans les blocages inconscients associé à quelqu'un de paresseux qui se laisse abattre. Alors que quand même, il faut voir que de l'autre côté, les gens plus spirituels, eux, vont s'enfermer dans des monastères ou dans des couvents, justement pour avoir accès à cet espace de rien, pour pouvoir enfin être un petit peu plus à l'écoute de soi. Donc c'est nécessaire. C'est complètement nécessaire. Eh bien écoute, Léna, l'épisode touche bientôt à sa fin. Pour rebondir un petit peu sur la santé mentale et émotionnelle, quel serait ton dernier message pour les danseurs, les artistes, même les personnes qui écouteront cet épisode qui ne sont pas forcément dans la danse, mais qui veulent avoir une approche un peu plus peut-être de thérapie, de médecine douce. Voilà, quel message tu souhaiterais leur transmettre pour prendre soin de leur santé mentale et émotionnelle ? Alors écoute, moi je suis une grande adepte de ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, c'est assez flou en fait dans tous les livres de thérapie, d'éveil sur soi. Mais ça veut juste dire déjà être honnête. Être honnête avec soi, être honnête avec l'autre. Et on se rend compte qu'on est en permanence dans une stratégie. Et encore peut-être plus dans le milieu artistique. Je vais donner ça, comme ça je vais avoir ça, comme ça l'autre va penser ça, comme ça je vais obtenir ça. Et en fait ça ne marchera pas cette stratégie à long terme. Parce que plus ça va aller, plus vous allez porter un masque qui va être à l'opposé de vous. Et qu'est-ce que vous allez montrer en face à un public ? Pas du tout l'image de vous-même. Donc à un moment donné, si vous ne raisonnez pas à l'intérieur la justesse ultime de ce que vous voulez incarner et de ce que vous incarnez, il va y avoir une dissonance. Et donc bizarrement, votre corps va lâcher, le cœur va lâcher, et vous allez arriver à un stade où il y aura une non-envie. Et surtout, cette fameuse loi d'attraction, tu sais, il y a eu un gros leurre là-dessus. C'est pas je demande et je reçois la loi d'attraction. Ça se saurait, on serait tous très très heureux. La loi d'attraction, c'est j'attire ce que je vibre. Donc si à l'intérieur de moi, je ne vibre pas quelque chose de sécure, d'honnête, et que je ne suis pas en paix avec moi, avec mes traumas à moi, je peux pas faire en sorte que ça vibre chez l'autre quelque chose de positif. Donc travailler sur soi, sur ses pensées, sur ses émotions reste quand même la meilleure façon d'aboutir à la réalisation de soi-même. Clairement, et pour travailler sur soi, on peut aussi travailler avec les autres. Tout à fait. On peut aussi travailler avec toi. Oui. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur ton travail et tes services ? Alors écoute, j'ai comme tout le monde un petit site internet sur lequel on peut avoir toutes les infos, lenaschwartz.com. Et puis, associé à ce site internet, j'ai créé une petite chaîne YouTube, simplement justement avec des petites vidéos assez courtes sur le développement personnel et sur les différentes façons de travailler, les outils, les blessures, les mémoires émotionnelles, etc. Et à ton cabinet, du coup ? Et à mon cabinet, donc qui se situe juste à côté de Saint-Lazare, à Asnières-sur-Seine, à 10 minutes de Saint-Lazare. Très bien. Et des questions plus perso, parce que je sais aussi que tu es artiste. Oui. Quels sont tes projets pour l'avenir en tant que psychothérapeute, masseuse, magnétiseuse, artiste ? Alors écoute, là j'ai 2 projets sur le feu. Il y en a un effectivement lié au domaine artistique. Je suis en train de préparer un petit EP, mais qui je pense va aboutir en album, je pense. Yes. Et avec la reprise des concerts, je l'espère par la suite. Et puis sur le côté
plus thérapeutique. Je suis en train de monter en partenariat avec une prof de yoga des retraites, des séminaires où j'aborderai justement un travail précis. Donc là, je pense que je vais le faire sur les peurs, justement. Comment travailler ces peurs, les comprendre et en méditation, comment aller les chercher et les régler une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, Léna. Je t'en prie, Maïwenn, merci à toi. Merci à toi pour tes justes mots, tes justes paroles et voilà, toute cette douceur que tu nous auras transmis tout le long de cet épisode. J'espère que ça, et j'en suis certaine que ça aura aidé beaucoup de personnes et que ça résonnera certainement avec beaucoup d'artistes danseurs et que ça les aidera surtout surtout à prendre mieux soin d'eux. C'était français ? C'était français. Ça les aidera plutôt que ça les aideront. Ça les aidera, ouais. Je suis un petit peu fatiguée. On laissera la boulette. C'est ce qui fait le charme de l'entretien. C'est ça. Merci Léna. Je t'en prie, merci à toi Maïwenn.